Bonjour à tous. Si vous avez suivi ma vidéo bilan de 2022, vous devriez savoir que j'ai prévu un défi annuel pour cette année 2023. Ce défi consiste à me regarder un film par jour durant l'année 2023, ce qui donc nous donnera 365 films vus cette année. Le tout en m'imposant des contraintes qui m'obligeraient à sortir de ma zone de confort. Ces contraintes se basent notamment sur le pays de la sortie, l'année de la sortie et le genre de film. Le but étant pour moi de faire la découverte de plusieurs films tout en approfondissant ma culture cinématographique. Et pour vous donner l'occasion de suivre mon voyage du cinéphile, oui je sais c'est un peu pompeux comme nom, j'ai décidé de vous faire chaque mois une vidéo bilan sur mes découvertes de mois qui vient de s'écouler. Bon, ma vidéo est un petit peu en retard, mais là, pour le coup, nous allons faire un petit point sur les films que j'ai vus durant le mois de janvier. Sachant que les vidéos suivantes parleront non seulement du mois qui vient de s'écouler, mais également de la période d'année qui vient de s'écouler. Par exemple, la prochaine vidéo qui parlera de février, parlera aussi de février et janvier. Je me suis fait comprendre? Je me suis fait comprendre. Très bien. Sur le mois de janvier, donc, je me suis regardé 31 films. Logique, vu que le mois de janvier contient 31 jours. Sur les 31 films que je me suis regardé, 20 d'entre eux étaient des pures découvertes. Ce qui, pour moi, me satisfait vraiment, puisque le but de ce projet est de partir à la découverte de films que je ne connaissais pas et de sortir de ma zone de confort. En termes de découverte de films, je pense que on tient toujours ce bon objectif. Sur les 31 films que j'ai vus, 18 venaient des États-Unis, 3 venaient de l'Amérique latine, 5 venaient de l'Europe, 2 venaient de l'Asie, 2 venaient de l'Afrique et 1 venait du Moyen-Orient. On constate donc qu'il y a encore une très forte influence du cinéma américain sur mes stats, quelque chose que je compte corriger en essayant de voir des films qui viennent d'autre part des États-Unis, même si la contrainte de pays n'y est pas. En ce qui concerne les années, sur les 31 films que j'ai vus, 6 datés de plus de 2020, 8 datés d'entre 2010 et 2020, 4 entre 2000 et 2010, 4 entre 1990 et 2000, 2 entre 1981 et 1990, 1 entre 1970 et 1980, 3 entre 1960 et 1970, 1 entre 1950 et 1960, 1 entre 1940 et 1950, et 1 entre 1910 et 1920. Encore une fois, on constate une majorité de films récents, ce qui peut s'expliquer que ce sont les plus faciles à trouver sur internet. Donc effectivement, malheureusement, c'est quelque chose qui risque d'arriver souvent, vu la dépendance que j'ai à me procurer les films sur internet. En ce qui concerne les genres de films, sur les 31 films que j'ai vus, 1 était un film d'action, 2 étaient des films d'animation, 1 était un film d'aventure, 3 étaient des comédies, 3 étaient des drames, 1 était un film fantastique, 1 était un film de fantasy, 1 était un film de guerre, 2 étaient des films historiques, 5 étaient des films d'horreur, 2 étaient des films musicaux, 2 étaient des péplums, 1 était un road movie, 1 était un film romantique, 2 étaient de la science-fiction, 1 était un film de super-héros, et 2 étaient des thrillers. J'avoue que les statistiques m'étonnent un peu parce que on constate une majorité de films d'horreur. Or, pourtant, c'est un genre que je n'apprécie pas tant que ça. Je suppose qu'étant donné le peu de films, il y ait une tendance qui se dégage naturellement, mais qui devrait se résorber avec la découverte d'autres films, puisque c'est pas le genre dans lequel je me tourne naturellement. Pour conclure cette vidéo bilan de le mois de janvier, nous allons parler du flop 10 et du top 10 des films jusqu'à présent. Commençons par le flop 10. Numéro 10. Lamb. C'est pas spécialement un mauvais film, je l'ai même trouvé très sympathique. Je trouve peut-être que l'ambiance est un petit peu trop posée, que les choses se font un petit peu trop rapidement sur la fin est un petit peu abrupte par rapport à tout ce qu'on vient de voir. C'est peut-être pour cela que je ne l'ai pas trouvé si engageant que ça, car tout le long du film, on est habitué à une certaine ambiance et on a l'impression que tout est précipité parce qu'ils ne savaient pas comment conclure leur histoire. Numéro 9.
Le Médium, un film très moyen qui n'est rattrapé que par ses scènes finales. Là où le film m'a vraiment énervé, c'est qu'il n'assume pas complètement son côté fan footage. J'aurais préféré un film qui assume totalement son côté fan footage. Malheureusement, ce film utilise de la musique, ils utilisent des effets de mise en scène, et ça casse l'immersion. Numéro 8. La couleur de la grenade. Je pense que je ne suis pas le public pour ce genre de film. En soi, si vous aimez les films un petit peu bizarres, un petit peu ovni, qui vont dépeindre dans des tableaux très statiques et où il n'y aura pas de dialogue, ce film peut éventuellement vous plaire. Mais moi, actuellement, je suis un petit peu, comment dire, distant avec ce genre de cinéma. Numéro 7. Tout acte de violence inutile ou injustifié au niveau de l'arrestation des Blues Brothers est approuvé d'avance. Les Blues Brothers. Alors, beaucoup m'ont dit que du bien de ce film. Moi, j'avoue que je n'ai pas accroché à l'humour. Alors, d'habitude, j'aime beaucoup l'humour absurde. D'habitude, j'aime beaucoup les cartoons, et les Blues Brothers s'inscrivent très clairement dans le côté cartoonesque. Mais j'avoue que là, pour le coup, je trouve que ça n'a pas été très bien géré. Ou alors, c'est tout simplement que l'humour des Blues Brothers n'est pas un humour qui m'atteint. Numéro 6. N'oublie jamais. Personnellement, je trouve que ce film passe totalement à côté de son sujet. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un film très intéressant sur Alzheimer, sur un couple qui doit vivre le Alzheimer, et au lieu de cela, nous avons juste l'histoire du couple en lui-même, sans aborder la maladie, en tout cas, pas aborder l'évolution de la maladie. On ne l'aborde que quand le couple est vieux, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant que l'on nous montre comment le couple a vécu avec la maladie d'Alzheimer, plutôt que les débuts où c'est tout enchanteur et où ça part vraiment en compte. Numéro 5. Liz en Septiembre. Une romance que je qualifierais de classique, on va dire déculée depuis le temps, sauf que là, apparemment, il faut absolument s'attendre à ce qu'on trouve que cette romance soit magnifique parce que c'est une romance lesbienne. Personnellement, c'est pas le genre de points sur lesquels je m'attarde quand je vois une romance. Et honnêtement, le couple et les événements qui marquent le couple, ben, je trouve qu'ils ne sont pas si intéressants que ça. Surtout que le cancer n'est pas spécialement bien traité dans ce film. Numéro 4. Do you know how long we've been waiting for this? If we don't get to the studio, we won't have any records for the rally. I can take it down right now, sir. By the time you get there, it will be closed. I can take it down right now, sir. Tout de suite. Je suis certain que l'on devait trouver le héros cool, je suis certain que l'on devait trouver le héros badass, je suis certain que l'on devait se dire que le héros était une espèce de Robin des Bois, une espèce de voyou qui luttait contre une société injuste, mais je n'ai pas eu cette impression. Non, pour moi, c'était juste un con, en fait, c'était juste un sale con qui était arrogant, qui manquait de respect à tout le monde. Je trouvais la musique sur laquelle il se basait pas tellement bonne que ça. Bon, après je suis pas fan de reggae, mais quand même, je trouve que le film loupe un petit peu ce qu'il voulait faire. Numéro 3. Moi, maman, j'ai raté l'avion. Là, on part vraiment dans des films extrêmement mauvais, et j'avoue que Maman, j'ai raté l'avion, j'en avais conservé vraiment un meilleur souvenir. Alors c'est peut-être parce que je le vois avec des yeux d'adulte, mais je trouve que la seule scène intéressante du film, bah c'est la scène des pièges, c'est la scène où Kevin s'occupe des casseurs flotteurs dans la maison. Mais à part ça, je trouve que le film ne propose vraiment pas grand-chose. Pour moi, le cinéma de Chris Columbus, faudra que je l'aborde un jour, mais c'est un cinéma que je trouve largement surestimé. Numéro 2. Au nom du Christ.
Ce film, pour moi, est assez nanardesque. Alors, je ne saurais dire si c'est à cause du manque de budget ou si c'est à cause d'une mauvaise écriture, ce genre de choses. Mais je trouve que le film part vraiment dans tous les sens. J'ai l'impression que les moments que l'on était censé trouver drôles, ne le sont pas tant que ça, et que les moments où le film ne devait pas être drôle le sont involontairement. En fait, je ne sais pas en fait ce qu'a voulu faire le film, une comédie, un drame, une espèce de dénonciation des sectes. Pour moi, le film part un peu dans tous les sens et se perd à ce niveau-là. Numéro 1. Allô? Terrified. Et en parlant du film qui va dans tous les sens et finalement se perd dans ce qu'il voulait dire, Terrified est un excellent exemple. Je veux dire, on passe de créatures qui boivent du sang à des morts qui reviennent à la vie, à des espèces de spectres qui attaquent les gens. C'est vraiment l'équipe de médiums qui a été relevée, mais alors à la va-vite, qui a été composée à la va-vite. Et en plus, je trouve que y a rien de sens en fait. Rien n'a de sens. Des créatures qui sont censées apparaître la nuit, qui au final peuvent se voir avec une faible lumière, avec aussi, on ne sait pas si les spectres qui incarnent sont des spectres en eux-mêmes ou si c'est vraiment les âmes des défunts. En fait, comme le film part un peu dans tous les sens et ne s'est pas vraiment posé son concept sur ce que sont les esprits dans ce film, vraiment, pour moi, le film n'arrive pas à donner une ambiance horrifique et part dans du n'importe quoi, ce qui se ressent très vite. Passons maintenant au top 10 des films que j'ai découverts durant ce mois de janvier. Numéro 10. Hey! Hey! Give me all your money. What? Who is that? Doesn't matter who it is. Just give me all your money. Chronicle. J'ai trouvé que c'était une manière extrêmement originale d'aborder le film de super-héros, de le faire sous forme de found footage, un found footage assumé cette fois, et j'ai trouvé vraiment que le mélange se prête plutôt bien, et que le dilemme de morale sur l'antagoniste principal est plutôt extrêmement bien amené. Il y a vraiment une interaction naturelle entre les personnages, et pour ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce film. Numéro 9. Tu vas y arriver. En avant, alors très peu de surprises. En avant, c'était déjà dans mon top de l'année de sa sortie. Et c'est toujours, j'apprécie toujours autant ce film, toujours cette interaction entre les deux frères qui est très touchante, très naturelle. Le mélange entre le monde moderne et la magie qui se fait plutôt très bien, plutôt de manière très maligne. Cette espèce de pastiche, d'aventure, de fantaisie qui est amené, qui s'amène vraiment de manière fluide et de manière vraiment touchante. La bande son métal. Là, je suis désolé, mais là, le film me tient rien que sur ça. Le film ne peut me tenir que sur le fait que la musique, c'est du métal. Non, franchement, j'ai trouvé que l'utilisation de la fantaisie et d'une version, on va dire, un peu moderne, un peu cynique, enfin, de la fantaisie dans un monde qui est devenu cynique, je trouve que ça marche vraiment très bien. Numéro 8. Relève-toi! Gladiator. Bah, c'est un grand classique, Gladiator, hein, le grand classique de Ridley Scott avec ses scènes de bataille. Gladiator qui est le film préféré de mon frère, faut le savoir. Mais il y a de quoi, Gladiator, ça reste un excellent film, ça reste un excellent péplum, notamment avec l'antagoniste interprété par un Joaquin Phoenix extraordinaire. Le Joaquin Phoenix est juste excellent dans ce film. Tous les dilemmes autour de Maximus, les scènes de bataille, les scènes d'action sont vraiment faites d'une main de maître. Peut-être la romance entre Maximus et la sœur de Commode, je sais plus comment elle s'appelle, qui pour moi est un peu en trop, mais Gladiator, ça reste vraiment un excellent film. Numéro 7. Everything Everywhere All at Once. Honnêtement, qui ça étonne? Everything Everywhere All at Once, bah comme je l'ai dit dans
dans mon top 10 de l'année dernière. C'est un film qui est bourré de concepts débiles, c'est un film qui est bourré de concepts que l'on pourrait qualifier de idiots, mais qui, je trouve, les exploite tellement à fond, qui les exploite tellement... qui va jusqu'au bout de ses idées, qui va jusqu'au bout de ses concepts, que ça en devient tout simplement génial. Et c'est là où, pour moi, c'est vraiment un excellent, c'est vraiment un excellent film, surtout qu'en plus, en ayant des concepts idiots, en ayant des concepts vraiment qui partent dans tous les sens, il arrive à aborder des sujets que l'on pourrait qualifier de très intelligents, comme le nihilisme sur les adolescents. Qu'est-ce qui pourrait pousser un adolescent à tout abandonner et à vouloir se suicider, par exemple? Ça reste un sujet extrêmement intéressant qu'aborde extrêmement bien Everything Everywhere All at Once. Numéro 6. « 2001, l'Odyssée de l'espace ». Ah, le grand classique de Stanley Kubrick. Honnêtement, 2001, l'Odyssée de l'espace, je comprends maintenant pourquoi c'était vraiment une révolution à l'époque. Parce que pour un film de 1968, les plans sont magnifiques. Les plans spatiaux, les plans de voyage dans l'espace sont vraiment des tableaux, des œuvres d'art. C'est vraiment poussé à fond. Les concepts de science-fiction sont plutôt bien maintenus, ça reste cohérent, ça reste très bien appuyé pour un film de 1968. L'univers garde toute une cohérence. C'est peut-être un peu trop métaphorique par moment, c'est peut-être un peu trop, comment dire, poussé dans la symbolique. La peur de l'intelligence avec HAL 9000, je crois, est très efficace. La peur qu'engendre cette machine, cette intelligence artificielle est très bien amenée. Non, franchement, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, ça reste un chef-d'œuvre indétrônable. Numéro 5. Le Dictateur. En parlant de chef-d'œuvre indétrônable. Bah en fait, Le Dictateur, c'est du Charlie Chaplin, hein. C'est le premier Charlie Chaplin que je découvre, et honnêtement, je comprends tout le succès de Charlie Chaplin, la comédie absurde. Là, vous voyez, contrairement aux Blues Brothers, je trouve que Les Dictateurs, c'est de la comédie absurde, c'est de la comédie cartoonesque, mais bien fait, bien rythmé, bien amené, avec un bon travail sur les gags visuels, un bon travail sur les gags amenés. Et alors le discours de fin de Charles Chaplin, où on abandonne totalement la comédie, où on abandonne totalement le côté comique du film pour nous amener sur la dénonciation du nazisme, à une époque où je l'ai découvert récemment. En fait, à l'époque, les États-Unis ne voulaient pas rentrer en guerre contre l'Allemagne nazie. C'était vraiment, Charlie Chaplin s'était fait critiquer pour ses positions politiques envers l'Allemagne nazie. Ça paraît fou quand on voit aujourd'hui comment les États-Unis se mettent comme étant les libérateurs de l'Europe, mais quand on voit finalement qu'au niveau de la Seconde Guerre mondiale, en plus d'avoir été des ignobles ordures avec des Japonais, ça a été aussi ils étaient aussi pas chauds pour venir combattre les nazis. Franchement, comprendre cela et voir en plus que Charlie Chaplin l'a fait limite pas en se battant, mais contre la volonté du gouvernement américain, ça fait vraiment quelque chose. Mais bon, Le Dictateur, ça reste un classique indétrônable à avoir absolument. Numéro 4. Elle a juste une rechine. Votre chien est porteur de l'infection. Et le virus se transmet peut-être dans la salive. Rec. Je pense que beaucoup vont me reprocher d'avoir mis Rec au-dessus de 2001 l'Odyssée de l'espace et du Dictateur. Je pense que beaucoup vont me gueuler dessus pour ça. Mais, comment dire, Rec, c'est le film qui m'a réconcilié avec le cinéma d'horreur. Et c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, c'est vraiment le meilleur fan footage qui a été créé jusqu'à présent. Avec une histoire crédible, avec vraiment... En fait, la plus grande force de Rec, c'est qu'il est totalement immersif. C'est qu'il est totalement immersif dans ce qu'il propose, il est totalement immersif dans sa narration, et tout est fait pour que tu y crois. Tout est fait pour que tu croies à un reportage, pour que tu croies à quelque chose. Le fait que ça se passe en plein centre-ville je sais plus si c'est
Madrid ou Barcelone. Le film est espagnol, hein. Je sais plus si c'est dans quelle ville c'est, mais c'est en plein milieu d'un centre-ville. Les personnages qui pop, ça pourrait être un personnage de n'importe quel immeuble. Et alors, les scènes d'attaque de zombies, les jumpscares sont vraiment maîtrisés. Toute une ambiance angoissante parce que la menace peut venir de partout. Donc Rex, c'est le film qui m'a réconcilié avec le cinéma d'horreur et pour cela il a plein de qualités. Numéro 3. La liste de Schindler. Parce que si j'avais pas mis un Spielberg, ça serait pas moi. Alors la liste de Schindler, je vais pas trop m'attarder dessus parce que sur ma rétrospective de Steven Spielberg, j'en parle. Ça reste l'un, si ce n'est le meilleur film sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'oppression des Juifs qui existe. Les scènes émouvantes t'arrachent les larmes, mais toujours de manière tellement efficace. Et alors les échanges, le duo d'acteurs. Liam Neeson, Ralph Fiennes qui campe Oscar Schindler et Amon Goth crèvent tellement l'écran. Ils arrivent à porter le film et à magnifier tout ce que le film propose. Dans la liste de Schindler, c'est un incontournable. Numéro 2. La La Land. Alors, beaucoup vont me dire que La La Land s'inspire beaucoup des films de Jacques Demy, vous savez, genre les sœurs jumelles, là je sais plus comment elles s'appellent, ou les parapluies de Cherbourg. Ok, peut-être que Damien Chazelle s'inspire fortement de Jacques Demy. D'ailleurs, je pense qu'il le revendique lui-même. Ok, est-ce que ça enlève le fait que La La Land est un film extrêmement maîtrisé, avec des plans extrêmement travaillés, avec une maîtrise des couleurs, de la mise en scène, une maîtrise du rythme de la comédie musicale? Est-ce que ça enlève tout ça à Damien Chazelle? Franchement, je ne trouve pas. Je ne pense pas. Et pour moi, La La Land est une leçon à ce niveau-là. Rien que la scène de la chanson It's Another Day of Sun reste une maîtrise, mais alors le plan séquence avec toute cette explosion de couleurs, ce rythme, cette chorégraphie qui est maîtrisée à la perfection, tout est bien calculé, tout est bien millimétré. Franchement, pour moi, La La Land, c'est un exemple en termes de comédie musicale qui sait vraiment se tabler, qui sait vraiment avoir un rythme, qui sait vraiment faire de la mise en scène avec de la musique. Et c'est vraiment le film que je vous conseille le plus au niveau des comédies musicales. Numéro 1. Tu vas m'écouter. Conan le Barbare. Encore un incontournable, encore un grand classique, sans doute l'un des films qui a propulsé la fantasy aux lettres de noblesse, avec un Arnold Schwarzenegger impérial, une mise en scène de John Milius qui nous donne un film de fantasy très sombre, qui peut paraître très bourrin, mais qui a toute une philosophie en réalité derrière, qui est bourré de réflexion, beaucoup plus qu'on le croit, ne serait-ce que le monologue de Tulsa Doom. Le monologue de Tulsa Doom sur la chair, en fait, sur la création de secte. Ça reste vraiment, c'est toute une réflexion sur le guerrier finalement n'est rien face à celui qui arrive à faire soulever les peuples. La chair est plus forte que le métal. Et alors, parlons juste des scènes de bataille, parlons juste des scènes des scènes qui se rapportent vraiment à la fantasy, tout ce côté ambiance dark qui mélangé à de l'ambiance héroïque nous amène vraiment quelque chose d'explosif. Cette histoire tragique, cette histoire tragique d'un barbare qui enfant s'est fait décimer et qui décide de devenir une montagne de muscles pour venger son peuple. Non, c'est vraiment Conan le Barbare reste l'incontournable en termes de fantasy. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour en termes de statistiques pour ce mois de janvier. Je continue le rythme. Alors le plus difficile là-dedans, c'est de pouvoir balayer les projets que l'on a personnellement. Je compte faire une vidéo diptyque sur Willow et sur Cœur de Dragon avant de faire ma rétrospective sur Martin Scorsese. Mais faut se caler le temps pour le faire, faut se caler le temps pour faire ces projets.
Ça plus les sorties cinéma que j'aime regarder de temps en temps, même si je pense que c'est sur ça que je vais rogner pour mon défi annuel. Je pense que je vais vraiment pas voir beaucoup de films cette année. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller voir certains films. Et moi, ben, on se retrouve pour une vidéo similaire pour la fin du mois de février. Allez, salut à tous!